Il est désormais possible de faire une randonnée dans les eaux du magnifique lac Tahoe. Les parcs d'État de Californie ont aménagé le premier sentier sous-marin du lac. Baptisé Emerald Bay State Park Maritime Heritage Trail, il comprend 4 sites différents présentant des épaves de bateaux historiques. Alors que le niveau de l'eau du lac Tahoe baissait, des plongeurs ont fait une découverte terrifiante au fond du lac, le plus limpide d'Amérique. La sécheresse de 2024, la pire en un 200 ans, a fait baisser le niveau de l'eau de près de 3 mètres et a mis au jour le long des rives des choses que personne n'aurait dû voir. Oui, parce que le lac Tahoe est tellement grand que son niveau fluctue beaucoup plus lentement que celui de lacs comme Folsom et Shasta. Mais Tahoe a déjà atteint son niveau le plus bas depuis 4 ans et il continue de baisser. La rive n'était qu'un avertissement. Ce que les véhicules sous-marins télécommandés ont enregistré à 404,28 mètres de profondeur est bien pire. Ce n'est ni une créature, ni une épave, ni la légende de Tahoe-Tessie, dont les habitants murmurent depuis le 19e siècle. C'est quelque chose d'ancien, de plus silencieux, et une fois que vous l'aurez vu, le lac Tahoe sera à jamais gâché pour vous. Le lac construit pour dissimuler des choses. Pour comprendre ce que ces ROV ont découvert dans l'obscurité, il faut comprendre pourquoi le lac Tahoe est devenu l'endroit idéal sur Terre pour dissimuler des choses qui n'étaient pas censées être découvertes. Situé à un 907 mètres d'altitude, à cheval sur la frontière entre la Californie et le Nevada, le lac Tahoe est le plus grand lac alpin d'Amérique du Nord et le deuxième lac le plus profond des États-Unis. Seul le Crater Lake, en Oregon, est plus profond. Le bassin s'est formé il y a des millions d'années suite à des failles géologiques, créant une fosse quasi verticale qui plonge à 502 mètres de profondeur. L'eau y est si froide qu'un nageur y perdrait la vie en 20 minutes. Elle est si claire qu'on peut voir à 21 mètres de profondeur depuis la surface, sa température n'ayant jamais dépassé 5 degrés Celsius. Cette clarté est due à la quasi-absence de vie dans l'eau. Le bassin granitique n'y apporte pratiquement aucun nutriment. Le froid inhibe l'activité biologique. Les eaux du lac Tahoe sont presque stériles, et c'est précisément cette stérilité qui fait sa renommée. C'est ce qui attire des millions de touristes chaque année, et c'est ce qui rendrait toute contamination immédiatement, visiblement et catastrophiquement évidente. Du moins, elle le serait si la contamination était proche de la surface. Mais voici ce que personne ne mentionne dans les brochures. Si vous immergez un objet à plus de 450 mètres de profondeur dans le lac Tahoe, vous ne le plongez plus vraiment dans l'eau. Le haut du fond remonte à la surface. Ce phénomène se produit généralement toutes les 4 à 7 semaines. C'est comme si vous le jetiez dans un réfrigérateur de la taille d'une ville verrouillée de l'extérieur sans clé. Le froid stoppe la décomposition. La pression emprisonne les gaz en solution, les empêchant de remonter à la surface et de révéler le contenu. L'obscurité empêche toute réaction chimique photochimique susceptible de dégrader les substances. Tout ce qui coule entre dans une sorte d'hibernation. Et il y reste. Depuis des décennies, des vies entières, depuis 70 ans, et ce n'est pas fini. Voilà ce qu'est réellement le lac Tahoe. Non pas une nature sauvage, mais un sanctuaire. Le boom économique qui a tout enseveli. L'histoire commence dans les années 1940 et 1950. Avant la Seconde Guerre mondiale, le lac Tahoe était difficile d'accès. Les routes étaient dangereuses, souvent impraticables en hiver. Quelques hôtels accueillaient une clientèle aisée, mais le lac restait en grande partie sauvage. La guerre a tout changé. Des centres d'entraînement militaires ont été établis dans la région. Les routes ont été améliorées pour faciliter la logistique. Les soldats stationnés à proximité ont découvert la beauté des lieux. Et après la guerre, lorsqu'ils sont rentrés chez eux, avec de l'argent à dépenser et des voitures, ils se sont souvenus du lac Tahoe. Le tourisme a connu un essor important à la fin des années 1940 et s'est accéléré tout au long des années 1950. Des casinos ont ouvert leurs portes du côté du Nevada où les jeux d'argent étaient légaux. Les complexes hôteliers et les hôtels se sont multipliés. Les chalets d'été sont devenus des résidences principales.
Cette transformation s'est opérée rapidement, plus vite que la réglementation ne pouvait suivre, plus vite que quiconque ne pensait aux conséquences. Et c'est là que le bas blesse. Ce boom a généré des déchets, des quantités énormes de déchets, débris de construction provenant des centaines d'immeubles, qui poussaient comme des champignons hauts, usés dus à la croissance démographique. Produits chimiques industriels des entreprises, travaillant pour les casinos, vieux équipements, vieux véhicules, bref, tout ce qui devait bien aller quelque part. Dans les années 1950, la réglementation environnementale était quasi inexistante. Le concept de gestion des déchets dangereux était encore balbutiant. Et le lac Tahoe était là, immense, profonde, apparemment sans fond. Pourquoi payer pour transporter les déchets par camion à travers les montagnes quand on pouvait les déverser dans le lac la nuit? Cette pratique était suffisamment ouvertement connue des habitants, mais suffisamment dissimulée pour que les touristes l'ignorent. Les équipes de construction jetaient les débris directement dans l'eau. Les entreprises y déversaient des produits chimiques qui seraient plus tard classés comme toxiques. De vieilles voitures étaient brassées, ils s'en envassaient plus de haut des falaises, parfois avec leurs réservoirs encore pleins d'essence et d'huile. À cette époque, de nombreux lacs américains servaient de décharge. Le lac Tahoe se distinguait par son immensité, sa profondeur et sa composition chimique particulière qui en préservait la moindre trace. Avec l'essor du mouvement écologiste dans les années 1960 et 1970, certains déversements visibles ont cessé. Des réglementations ont été adoptées et un système de surveillance a été mis en place. Le bassin du lac Tahoe est devenu l'objet d'une attention environnementale intense, précisément parce que la clarté de ses eaux rendait les changements si visibles. Mais personne n'a osé en explorer le fond, le coût était prohibitif. La technologie était quasi inexistante. Et franchement, personne ne se souciait de savoir ce qui se cachait au fond. Le lac paraissait propre. Sa surface restait limpide. Tout ce qui avait été déversé dans les années 1950 avait disparu sous les eaux, et loin des yeux, loin du cœur. Pendant 70 ans, ce raisonnement s'est avéré juste. Puis vint la sécheresse. Ce que le littoral a révélé. La sécheresse de 2024 était l'aboutissement d'années de précipitations inférieures à la moyenne. L'enneigement dans la Sierra Nevada a atteint des niveaux records. Les cours d'eau alimentant le lac Tahoe se sont réduits à de simples filets d'eau. L'évaporation a dépassé les apports et le niveau du lac a baissé. 2 mètres, cela peut paraître peu pour un lac de 502 mètres de profondeur. Mais cette baisse s'est produite au niveau du rivage. Et à mesure que l'eau se retirait, elle a mis au jour des objets qui étaient sous l'eau depuis des décennies. Les premiers signalements sont venus de randonneurs, parcourant des portions de plage nouvellement découvertes. Pneus, bouteilles, objets métalliques non identifiables, rongés par la corrosion. Facile de les prendre pour de simples déchets. Puis les plongeurs sont arrivés. Colin West est le fondateur de Clean Up the Lake, une association à but non lucratif de Tahoe qui a passé des années à explorer le périmètre du lac en plongée sous-marine et à remonter les déchets. 106 km et plus de 20 zéro déchets. Plus tard, l'opération Clean Up the Lake du lac Tahoe se prépare à entreprendre sa dernière mission. Quelle mission colossale! Nous accueillons aujourd'hui, pour parler de cette dernière plongée, le fondateur et directeur exécutif de Clean Up the Lake, Colin West. Merci d'être avec nous, Colin. C'est vraiment gentil de ta part. Merci de m'avoir invité, Ty. C'est très gentil de votre part. À l'été 2024, ces équipes opéraient dans des eaux peu profondes, restées inaccessibles pendant des générations. Et ce qu'elles découvraient n'était plus de simples déchets. Elles trouvaient des voitures des dizaines. Des voitures des années 1000. 940 000, 950, 1960. Certaines semblaient avoir été délibérément jetées à l'eau. D'autres y avaient été poussées ou remorquées. Éparpillées sur le fond du lac, elles étaient concentrées près d'anciennes routes et de points d'accès. L'état des véhicules était particulièrement inquiétant. L'eau froide avait empêché la corrosion qui détruit les voitures immergées dans d'autres environnements. La peinture était encore visible sur certaines parties. L'intérieur des voitures était resté intact,
comme si elles avaient été amenées la veille et attendaient simplement d'être récupérées. West a raconté s'être approché d'un site où ses projecteurs de plongée avaient éclairé une berline de 1957 et son premier réflexe avait été de vérifier si quelqu'un était encore à l'intérieur. Imaginez un peu un plongeur en 2024 nageant jusqu'à un véhicule qui repose au fond depuis l'époque d'Eisenhower à la Maison-Blanche et regardant instinctivement par la vitre côté conducteur, comme on le ferait devant une épave sur l'autoroute. Voilà à quel point ces voitures sont bien conservées. Les poignées de portière sont encore là. Les tableaux de bord sont encore intacts. Sur certaines, les plaques d'immatriculation sont encore lisibles. L'une d'elles correspond à une immatriculation qui n'a jamais été déclarée volée. La voiture a simplement fini dans le lac. Les papiers ont été rangés dans un tiroir et personne ne s'est posé de questions pendant un demi-siècle. Mais ce n'étaient pas les voitures qui étaient troublantes. Les vieux véhicules dans les lacs sont courants. Ce qui était troublant, c'était ce sur quoi elles reposaient. Si ce genre d'histoire vous captive, le genre d'histoire où le fond du lac garde un secret depuis plus longtemps que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo ne sont en vie, faites-moi une faveur et abonnez-vous. Nous fouillons les pans d'histoire que les puissants préféreraient voir rester enfouis. Et ce n'est que le début. Revenons-en à ce qui se cachait sous ces voitures, les découvertes du ROV. Les équipes chargées du nettoyage du lac partageaient des données avec les chercheurs du UC Davis, Tahoe Environmental Research Center, l'institution qui surveille la clarté de l'eau du lac depuis 1968. À mesure que l'exploration s'étendait en eau plus profonde, l'opération dépassait les capacités des plongeurs sous-marins. Ils ont donc fait appel à des robots sous-marins télécommandés, ROV, équipés de projecteurs de caméras haute définition, de bras de prélèvement et de câbles suffisamment longs pour atteindre le fond du bassin. Les images prises à des profondeurs intermédiaires, entre 60 et 150 mètres, ont confirmé la situation: davantage de véhicules, davantage de débris, davantage de preuves, de décennies de déversements accidentels. Puis, ils sont descendus plus profondément. À plus de 300 mètres de profondeur, les caméras du ROV pénétrèrent dans un tout autre univers. Les dernières lueurs du soleil disparurent. La température chuta aux alentours de 5 degrés Celsius et s'y maintint. La pression augmenta jusqu'à un niveau qui aurait écrasé un corps humain sans protection, et les débris continuaient d'affluer. À 427 mètres de profondeur, les projecteurs du ROV révélèrent quelque chose que l'équipe ne put identifier dans un premier temps: de gros objets cylindriques, des dizaines éparpillés sur le fond du lac. Des barils des fûts industriels du genre de ceux utilisés pour stocker et transporter des produits chimiques. C'est ce moment que Colin West a décrit dans des interviews comme étant celui qui le hante. Il est dans une cabine chauffée sur un bateau de recherche, il boit du café les yeux rivés sur un écran. Et l'écran lui montre ce qui ressemble à un cimetière. Des rangées et des rangées de cylindres métalliques corrodés gisant dans l'obscurité exactement là où quelqu'un les a laissés. Certains portent encore des inscriptions visibles, logos des fabricants, codes chimiques, instructions de manipulation. Et c'est là que ça devient intéressant. Les projecteurs du ROV ont une portée limitée. On aperçoit un baril, puis deux, puis un groupe de 6. Puis l'opérateur tourne la caméra et on en voit d'autres derrière, et encore d'autres qui se fondent dans l'eau noire au-delà des lumières. On ne voit pas le bout du champ. On voit juste que le champ s'étend à perte de vue et on commence à comprendre que le nombre de barils là-dessous ne se compte pas en dizaines. Il se compte en centaines. Il a immédiatement su ce qu'il regardait. Les fûts industriels ne se retrouvent pas par hasard à 427 mètres de profondeur. Ils ne dévalent pas les collines pour tomber dans l'eau. Ils ne tombent pas des bateaux. Quelqu'un les a transportés jusqu'au lac et les a délibérément immergés dans une eau suffisamment profonde pour que personne ne les retrouve jamais. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Le ROV a exploré le terrain pendant des heures, recensant des centaines de conteneurs.
Leur répartition suggérait plusieurs déversements sur une longue période. Certains avaient été jetés en groupe, d'autres dispersés individuellement. Certains fûts étaient pleins au moment de leur déversement, d'autres avaient dérivé avant de s'immobiliser. Mais la découverte la plus inquiétante a eu lieu à 428 mètres de profondeur, près de la limite de profondeur opérationnelle du ROV. Les fûts à cet endroit étaient différents, plus grands, plus robustes, et non seulement ils étaient corrodés, mais ils fuyaient. L'eau n'a jamais été propre. Les caméras ont capturé des panaches de matière s'échappant des conteneurs endommagés. Dans l'eau froide et stagnante, ces panaches ne se sont pas dissipés rapidement. Ils sont restés suspendus dans la colonne d'eau, formant des nuages visibles de ce qui avait été stocké dans ces fûts, se diffusant lentement dans l'environnement. L'équipe a demandé que des échantillons d'eau soient prélevés au plus près des conteneurs, qui fuyaient dans les limites de sécurité auxquelles les ROV pouvaient s'approcher. Les échantillons ont été envoyés au laboratoire du Centre de recherche environnementale du lac Tahoe de Lucy Davis. Le docteur Geoffrey Schlado, directeur du centre depuis de nombreuses années, étudie le lac Tahoe depuis plus de 20 ans. Il a constaté une diminution progressive de la transparence du lac au fil des ans. Il a publié les données. Il a témoigné lors de réunions publiques, mais les résultats des analyses d'échantillons prélevés en profondeur étaient d'une toute autre nature. Métaux lourds, plomb, à des concentrations, des palmes aux centaines de fois, des centaines de fois, supérieures. Au seuil de sécurité, mercure, cadmium, arsenic, solvance industriels interdits depuis des décennies. Composés chimiques classés comme déchets dangereux par la réglementation actuelle et nécessitant un traitement spécialisé. Ces barils contiennent des sous-produits toxiques issus de l'industrie du milieu du 20e siècle. Ils ont été déversés dans le lac Tahoe car quelqu'un avait calculé que le coût d'un traitement approprié n'en valait pas la peine. Et le lac était suffisamment profond pour que personne ne s'en aperçoive. Ce calcul était erroné. Il aura simplement fallu 70 ans pour le prouver. L'équipe de Schlado a reconstitué une chronologie probable. Les déversements les plus importants semblent avoir eu lieu entre 1948 et 1965. Cela correspond à l'essor du développement des casinos du côté du Nevada et à la vague de construction plus générale de l'après-guerre. Les produits chimiques correspondent à ceux utilisés dans les industries actives dans la région durant cette période. Transformation des métaux-services automobiles, nettoyage à sec, blanchisseries industrielles, desservant les hôtels et les casinos laboratoires de développement photographique, fabricants de peintures et de revêtements. Toutes ces opérations génèrent des déchets dangereux. Dans les années 1950, leur élimination correcte était coûteuse et, dans de nombreux cas, légalement inutile. Alors, on les a déversés dans le lac. La logique était simple. Le lac Tahoe était profond, incroyablement profond, selon les normes habituelles. Ce qui y coulait ne pouvait pas remonter. Le froid ralentissait la décomposition. La profondeur empêchait quiconque de voir ce qui se trouvait au fond. Et l'absence de mélange entre les eaux profondes et de surface isolait la contamination. Pendant des décennies, cette logique a prévalu. La surveillance de la qualité de l'eau se concentrait sur la surface. On supposait que le lac profond était immaculé, car personne ne pouvait le vérifier. Mais le confinement n'est pas permanent. Le métal se corrode même dans l'eau froide. Les joints cèdent, le contenu fuit. Et c'est là que les données de Schlado ont tout changé. Ces échantillons ont révélé des traces de métaux lourds à des profondeurs bien moindres que celles qu'ils auraient dû atteindre. La contamination se propage depuis des années lentement, silencieusement remontant à travers la colonne d'eau vers les couches où les gens nagent, pêchent et puisent leur eau potable. Imaginez ce que cela signifie concrètement dans votre vie quotidienne. Une famille loue un chalet sur la rive sud pendant une semaine en juillet. Les enfants sautent du ponton. Quelqu'un remplit une bouteille d'eau au robinet. Quelqu'un d'autre fait griller la truite qu'il a pêchée le matin même. Chacune de ces interactions se déroule en aval d'un baril jeté avant même leur naissance.
Le plomb, le mercure et l'arsenic ne se décomposent pas. Ce qui se trouvait dans ces fûts s'y trouve encore, et la petite fraction qui s'est échappée n'est plus à 404,28 mètres de profondeur. Elle est en mouvement. Les eaux autrefois pures du lac Tahoe ne le sont plus. Elles ne l'ont pas été depuis des décennies. La contamination était tout simplement trop profonde et trop dispersée pour être détectée par les méthodes de surveillance classiques jusqu'à présent. Mais les fûts ne sont pas la seule chose que les ROV ont découverte. C'est là que l'histoire prend une tournure plus inquiétante, ce qu'ils ne nous diront pas. Parmi les débris relevés par les ROV, on a trouvé des objets qui ne correspondaient pas aux schémas habituels de déversement industriel, des effets personnels des bagages, des restes de vêtements conservés par le froid, et à plusieurs endroits des formes que les opérateurs du bateau ont décrites comme étant anormales. Le lac Tahoe recèle une histoire sombre que les offices de tourisme ne mettent pas en avant. À l'époque des casinos, le crime organisé était fortement implanté dans la région. Le corridor Tahoe-Reno était un territoire disputé entre diverses organisations criminelles. Les conflits se réglaient parfois de manière à faire disparaître des corps. Nous en avons déjà parlé dans certains de nos articles sur les légendes de la Californie du Nord. Y a-t-il des corps congelés au fond du lac Tahoe? Et comme nous l'avons déjà évoqué, si tel est le cas, ce qui n'est pas prouvé, mais compte tenu de la profondeur du lac et des températures glaciales de la région, la momification ou la conservation potentielle de corps aurait été un phénomène généralement lié au crime organisé. La légende locale a toujours voulu que le lac abrite les victimes de violences collectives, jetées dans les profondeurs où elles ne seraient jamais retrouvées. On disait que les températures glaciales, empêchant la décomposition naturelle, les conservaient indéfiniment. Pendant des décennies, on a considéré cela comme une légende, un folklore local pittoresque, rien qui puisse être prouvé. Les images du ROV suggèrent que les légendes pourraient bien être vraies. Je tiens à être prudent, car cette partie de l'histoire n'a pas encore été entièrement divulguée au public. Les équipes de recherche ont partagé ouvertement les données environnementales, les barils, la contamination, la migration, mais certaines séquences des images en eau profonde ont été retenues en attendant les résultats de l'enquête menée par le FBI et le bureau du shérif du comté de Washoe. D'après les confidences de membres des équipes de plongée et de ROV à des journalistes de médias régionaux, les relevés ont permis de découvrir ce qui semble être des restes humains à plusieurs endroits du bassin profond. Le froid les a conservés au-delà de toute espérance. Ce ne sont pas des squelettes. Les tissus mous ont été préservés par les températures proches de zéro, le manque d'oxygène et l'absence d'organismes qui se nourrissent normalement de restes humains. Un opérateur, s'adressant à un journaliste de Reno, a simplement déclaré « J'ai beaucoup de mal à dormir après ce quart de travail. » Réfléchissez-y un instant. Il ne s'agit pas de découvertes archéologiques. Il ne s'agit pas d'ossements dans la boue. Nous parlons de personnes vêtues dans la posture qu'elles adoptaient au moment de l'impact avec l'eau, figées dans le temps par la même chimie, qui a maintenu les barils des visages qui, selon toutes les lois de la biologie d'un lac normal, auraient dû disparaître depuis des décennies. Ils n'ont pas disparu. Ils attendaient. Datar les restes est complexe sans examen direct, ce qui nécessiterait des opérations de récupération délicates sur le plan logistique et juridique. Cependant, les débris, les styles vestimentaires, les effets personnels et les modèles de véhicules à proximité suggèrent que la plupart datent des années 1950 à 1970, période d'intense activité mafieuse dans la région de Tahoe. Le bureau du shérif du comté de Washoe a publié un bref communiqué confirmant que les images sont en cours d'analyse et que l'enquête est en cours. Mais les implications sont claires. La profondeur du lac Tahoe, idéale pour le déversement de déchets industriels, l'était tout autant pour la disparition de corps. Le même froid qui a préservé les barils a préservé les victimes. La même obscurité qui a dissimulé les produits chimiques a dissimulé les corps. Des affaires classées il y a 50 ou 60 ans, faute de preuves.
Pourtant, les preuves étaient là, sous nos yeux depuis toujours. Le constat que personne ne souhaite. La question qui préoccupe désormais les autorités, les chercheurs et les habitants est la suivante. Que faire face à cette situation? La contamination environnementale est la préoccupation la plus urgente. Des métaux lourds s'infiltrent dans les réserves d'eau d'un lac qui alimente les communautés en aval, soutient l'industrie de la pêche et attire chaque année des millions de personnes pour leurs loisirs. Il ne s'agit pas d'un problème abstrait. C'est une urgence de santé publique qui se développe lentement. Mais c'est là que le bas blesse. La dépollution est extrêmement complexe. Les barils reposent à des profondeurs où les travaux sont coûteux et dangereux. Les déranger risqueraient d'accélérer la libération de leur contenu au lieu de la contenir. L'ampleur du problème, des centaines de barils dispersés sur des kilomètres de fond lacustre, dépasse tout autre effort de dépollution mené jusqu'ici dans un plan d'eau naturel aux États-Unis. Schlado a parlé ouvertement de ce dilemme. Certains membres de son équipe préconisent de laisser les barils en place et de se concentrer sur la surveillance. Retirer un fût corrodé du fond pourrait provoquer la fuite même que vous cherchez à éviter. Le laisser en place ne fera que s'aggraver la fuite lentement, mais sûrement sur une échelle de temps qui se mesure en générations humaines. Il n'y a pas de solution idéale. Il s'agit seulement de choisir quelle catastrophe accepter. D'autres affirment que laisser des déchets toxiques avérés dans l'un des lacs les plus emblématiques d'Amérique est tout simplement inacceptable. La corrosion va se poursuivre. Les fuites vont s'aggraver. La contamination finira par atteindre des niveaux critiques. Des agences étatiques et fédérales, notamment le California State Water Resources Control Board et le Bureau régional 9 de l'Agence de protection de l'environnement EPA, ont mis en place des groupes de travail. Des études ont été commandées, des financements demandés, mais la bureaucratie est lente et les fonds continuent de fuir. Les restes humains posent un problème d'une autre nature. Leur récupération permettrait d'apporter des preuves dans des affaires non résolues depuis 50 ou 60 ans. Les témoins sont morts. Les suspects sont morts. Les organisations qui ont commandité les meurtres n'existent peut-être plus sous une forme reconnaissable. Vaut-il la peine de dépenser des millions de dollars pour récupérer les corps des victimes dont les assassins ne seront jamais traduits en justice? Le jeu en vaut-il la chandelle, compte tenu de la complexité juridique de l'attention médiatique et de l'atteinte portée à l'image soigneusement construite du lac Tahoe, celle d'un paradis immaculé? Pour les familles de personnes disparues dans la région du lac Tahoe, il y a des décennies, et jamais retrouvées, la réponse est évidemment oui. Certaines de ces familles attendent depuis toujours de pouvoir faire leur deuil. Mais pour le secteur du tourisme et les propriétaires fonciers, dont la valeur dépend de la réputation du lac Tahoe, le calcul est plus complexe. Se pose également la question de la responsabilité. Ces déversements industriels n'ont pas été commis par des individus anonymes agissant seuls. Ils ont été perpétrés par des entreprises souvent avec l'accord tacite des autorités locales. Les documents laissent penser que certains fonctionnaires ont activement facilité ces agissements. Des permis ont été accordés à tort. Aucune inspection n'a été menée. Les plaintes ont été ignorées. Le système censé protéger le lac Tahoe a au contraire permis qu'il devienne une décharge. Nombre des personnes impliquées sont décédées depuis longtemps. Beaucoup d'entreprises ont disparu. Mais les mécanismes institutionnels qui ont permis cette situation perdurent. Le lac Tahoe n'est pas un cas isolé. Ce que nous découvrons actuellement dans un lac n'est qu'un aperçu de ce que nous trouverions si nous examinions attentivement chacun d'eux. La vérité a éclaté. La sécheresse de 2024 a levé le voile, mais les sécheresses sont temporaires. Le niveau de l'eau finira par remonter. Les débris exposés sur le rivage vont replonger sous l'eau. La contamination profonde continuera de se propager lentement et imperceptiblement pendant des décennies, voire des siècles. Ce qui a été découvert ne sera pas oublié. Nous possédons désormais les connaissances nécessaires. Les images existent. Les échantillons d'eau sont disponibles. Colin West possède les rapports de plongée.
Geoffrey Schlado a les résultats d'analyse. Le bureau du shérif du comté de Washoe détient les images des prises en eau profonde, qu'il ne diffusera pas encore. La vérité a éclaté. Fuite, républication, diffusion massive sur Internet, impossible de la faire taire. Les touristes continueront d'affluer. Les casinos resteront ouverts. Les brochures continueront de présenter le lac Tahoe comme l'un des derniers havres de nature préservés d'Amérique. L'économie de la région repose sur le maintien de cette image, même si elle est mensongère. Mais les véhicules télécommandés ont permis de documenter ce qui se trouve réellement au fond. Les chercheurs ont analysé la composition exacte de l'eau. Pendant 70 ans, la profondeur a été synonyme de protection, l'obscurité de dissimulation. L'impossibilité de voir le fond était la garantie qu'on ne le verrait jamais. La technologie a changé la donne. La sécheresse a accéléré le cours des choses. Et maintenant, chacun sait ce qui se cachait dans les eaux les plus claires d'Amérique, des centaines de barils de déchets toxiques, des métaux lourds contaminés par le gaz. Des dizaines de véhicules immergés, leurs fluides encore présents à l'intérieur, et les restes préservés de personnes disparues dans le lac des personnes qu'on n'aurait jamais dû retrouver. Le lac Tahoe est toujours aussi beau. Sa surface scintille encore sous le soleil de la Sierra Nevada. Sa clarté émerveille toujours les visiteurs qui n'ont jamais vu une eau aussi transparente. Mais sous cette surface, dans l'obscurité à 488 mètres de profondeur, la vérité attend. Elle attendait depuis 70 ans. Et maintenant qu'elle a été retrouvée, rien ne pourra plus jamais la faire disparaître. Chaque photo du lac Tahoe que vous avez vue, chaque carte postale, chaque prise de vue aérienne utilisée dans une publicité touristique, chaque instant de bleu scintillant capturé depuis ses rives, tout cela est réel. Le lac était vraiment magnifique. L'eau était vraiment limpide. Mais le tableau est incomplet. Il s'arrête à la surface. Et ce qui l'omet, ce que personne n'a photographié pendant 70 longues années, est la seule chose qui compte désormais. Alors voilà ce que je voudrais savoir. Si vous étiez responsable du nettoyage, remonteriez-vous les barils au risque d'une catastrophe chimique ou les laisseriez-vous au fond en espérant que la corrosion tienne le coup pendant une génération? Laissez votre réponse en commentaire. Je lis tout. Et si le lac Tahoe vous a impressionné, attendez de voir ce que des plongeurs ont découvert au printemps dernier dans un réservoir abandonné du Nevada. La vidéo arrive bientôt. Cliquez avant que le lac ne révèle un autre secret.